Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Camille Lons, qui est directrice adjointe du bureau parisien du European Council on Foreign Relations. Auparavant, elle a notamment été en poste à Bahreïn, où elle était chercheuse associée à l'International Institute for Strategic Studies. Elle vient de publier dans le numéro d'hiver de la revue Politique étrangère un article intitulé « La nouvelle stature diplomatique des pays du Golfe ». Cet article, qui est en libre accès sur le site de l'IFRI, fait partie d'un dossier dédié aux États arabes du Golfe arabo-persique. Camille Lons, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour, merci à vous. Je vais commencer par citer un extrait de votre article qui permettra de lancer notre conversation. Je cite « En l'espace de 15 ans, les pays du Golfe sont passés du statut de géants pétroliers endormis, comptant sur les rentes et le parapluie sécuritaire américain pour préserver leur régime conservateur des secousses régionales, à celui de puissances régionales influentes et dynamiques aux ambitions mondiales. » Quelles ont été les principales raisons de ce réveil stratégique et géopolitique ? Alors en effet, on a une évolution de la politique étrangère de ces pays qui est assez spectaculaire depuis 10 à 15 ans. Quand je parle des pays du Golfe, alors il y a plusieurs types de pays du Golfe. Là, vraiment, je parle des trois grandes puissances du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats et Qatar. Les plus autres petits États du Golfe sont un petit peu moins avancés, on va dire, sur cette question de politique étrangère. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment que ce sont des pays qui se sont hissés non seulement en tant que puissance régionale, mais qui ont aussi développé ces dernières années une vraie ambition de se positionner aussi comme des acteurs sur la scène mondiale dans le contexte de la montée des puissances moyennes et qui visent à vraiment activement participer à la reformulation de l'ordre international. Et il y a plusieurs facteurs, je dirais, il y a 4 grands facteurs, je pense, qui vraiment expliquent ce tournant ou cette évolution très rapide de leur politique étrangère et qui correspondent tous un petit peu au début des années 2010. Il y a les printemps arabes sur vraiment la question régionale. Il y a l'évolution de la posture américaine et de la relation de ces pays avec les États-Unis. Il y a les transitions énergétiques à l'échelle internationale et donc cette fois un facteur plus géoéconomique. Et enfin, le 4e facteur, c'est, je dirais, un facteur plus interne qui est l'émergence d'une nouvelle génération de leaders dans le Golfe plus ambitieux et donc avec une façon de faire de la politique étrangère qui est assez différente. Et donc, pour les reprendre, les printemps arabes, c'est vraiment cette notion d'évolution très rapide du contexte régional dans lequel les pays du Golfe se situent et qui a été vraiment un électrochoc pour les leaders du Golfe. C'est-à-dire qu'ils ont vu un certain nombre de pays et de régimes qui avaient été en place parfois depuis des années, voire des décennies, qui se sont effondrés très rapidement sous la pression populaire. Et donc, ça a posé une vraie question de peur de contagion en fait de ces révoltes-là dans le Golfe. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Bahreïn. Oui, avec une intervention militaire de l'Arabie Saoudite. Exactement. Et donc, il y a une vraie peur de contagion et de stabilité pour leur propre régime. Et donc, c'est les printemps arabes. Alors, les pays du Golfe avaient déjà été un petit peu influents dans d'autres crises régionales par le passé, la guerre en Irak, la guerre du Golfe, etc. Mais c'est la première fois vraiment qu'on les voit intervenir très directement, notamment en déployant des fonds, des outils financiers assez massifs pour influencer directement les transitions politiques dans un certain nombre de ces pays. Et en plus avec des interventions différentes, c'est-à-dire avec le Qatar qui s'est positionné assez différemment, enfin on reviendra dessus, de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Donc vraiment les printemps arabes, gros tournant avec une vraie prise en main par les pays du Golfe de leur environnement régional. Deuxième élément, donc je parlais de la posture américaine, et ça aussi ça s'est passé un petit peu au moment des printemps arabes, c'est-à-dire que les pays du Golfe en ont beaucoup voulu, notamment l'administration Obama, qui n'est pas forcément intervenue, notamment au moment de la chute de Moubarak en Égypte. Et donc ils ont vu ça un petit peu comme une trahison de la puissance américaine qui était censée justement maintenir ces régimes en place.
Et ça vient se mêler à un discours plus général des États-Unis, vers la même période aussi. C'est le moment aussi où les États-Unis commencent à parler de pivot vers l'Asie, d'une volonté de se retirer partiellement du Moyen-Orient. Donc il y a une vraie anxiété pour les pays du Golfe sur la relation avec les États-Unis, qui est vraiment un pilier de leur stabilité. C'est lié aussi donc à la question des transitions énergétiques, parce que l'une des raisons aussi pour laquelle les États-Unis commencent à parler de pivot vers l'Asie et de retrait du Moyen-Orient, c'est parce que pendant très longtemps, les États-Unis étaient très dépendants des hydrocarbures du Golfe. Ils le sont de moins en moins. Les années 2010, c'est le moment du grand boom de la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Donc, il y a aussi cette dimension géoéconomique qui change complètement les rapports de force et d'interdépendance et qui est encore une fois assez crucial pour les pays du Golfe, parce que c'est le pilier à la fois de leur relation avec les États-Unis, avec les grandes puissances, de leur influence sur la scène internationale, de leurs revenus en fait, et de leur stabilité en tant que régime. Parce que c'est la redistribution de la rente pétrolière qui permet la stabilité de ces régimes-là. Et donc, toutes ces transformations-là les poussent vraiment à repenser complètement comment ils peuvent reprendre en main leur politique étrangère, comment ils utilisent les outils qu'ils ont et les adaptent à un nouveau monde. Donc voilà, donc on a vraiment une grande évolution, et ça qui vient s'ajouter à ce que je disais, c'est-à-dire une nouvelle génération de leaders plus jeunes. Mohammed Ben Salman, il a 31 ans quand il devient prince héritier en 2017. Sheikh Tamim, il avait 33 ans, je crois, quand il arrive à la tête du Qatar en 2013. Donc on a vraiment une nouvelle génération aussi de leaders qui voient la politique étrangère différemment et qui voient le rôle de leur pays différemment. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans votre article ou dans l'article sur les fonds souverains, mais ce renouvellement générationnel est aussi observé à la tête des fonds souverains de ces pays. Donc c'est intéressant, c'est à la fois politique et économique. Exactement. Alors, il y a eu une manifestation quand même assez spectaculaire de ce regain géopolitique, de ce réveil stratégique du Golfe. Ça a été la position de médiateur, je ne sais pas si c'est le bon terme, que ces pays ont réussi à acquérir en quelques années, et on les a retrouvés aussi bien sur l'Afghanistan avec l'accord de Doha en 2020 que sur des dossiers a priori qui ne concernent pas du tout le Golfe, comme l'Ukraine ou la République démocratique du Congo, Gaza, mais là ça les touche plus. Comment est-ce qu'on explique cette position de médiateur que ces différents pays, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats, mais même Oman, ont réussi à acquérir en quelques années? Et j'allais dire, comment ont-ils réussi à transformer leurs appareils diplomatiques pour réussir à acquérir ce statut? Alors sur la question de leur rôle de médiateur, je dirais que c'est pas un élément récent. Alors ça dépend de quel pays du Golfe on parle. C'est une technique un petit peu... c'est quelque chose qui a été utilisé par les petits États du Golfe, Qatar, mais aussi en effet Oman et Koweït, dans une certaine mesure, assez tôt dans leur politique étrangère. Qatar, c'est dès les années 80-90. Et de ce point de vue-là, ça fait partie de la stratégie de ces plus petits pays du Golfe pour exister sur la scène régionale et internationale face à des grandes puissances comme notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc, c'est pas forcément un trait très récent, en fait, pour ces pays-là. Non, mais dans les années 80-90, on pensait plus, je sais pas, à la Suisse comme lieu de négociation, ou à la France, Paris, ou pour le conflit israélo-palestinien, on parlait des accords d'Oslo, donc la Norvège. On ne pensait pas nécessairement au Golfe. Là, aujourd'hui, on pense beaucoup plus à ces pays, ainsi qu'à la Turquie, qui a acquis, elle aussi, une position. Donc quand même, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, c'était plutôt sur des dossiers assez régionaux quand même. Oman, ça a été des médiations sur la relation avec l'Iran, sur le Yémen, Koweït aussi. Koweït a joué un rôle aussi dans les médiations au moment des tensions entre pays du Golfe. Qatar, ça a été beaucoup sur l'Afghanistan, par exemple. Et aussi quelques dossiers africains, Darfour, Tchad. Là, ce qui est nouveau, je dirais, dans les années récentes, c'est le fait qu'on retrouve les pays du Golfe sur des dossiers extra-régionaux. Et en effet, le rôle de l'Arabie Saoudite ou des Émirats sur l'Ukraine très récemment dans des deals pour des échanges de prisonniers.
On a retrouvé aussi le rôle de l'Arabie Saoudite et des Émirats sur certains dossiers en Afrique de l'Est, donc la médiation entre l'Éthiopie, l'Érythrée, la question, encore une fois, aussi du Nil entre Éthiopie, Égypte, etc. Donc, on les voit présents sur des pays sur lesquels ils n'étaient peut-être pas aussi influents dans le passé. Et on voit l'arrivée plus récente, en effet, de l'Arabie Saoudite et des Émirats, qui n'ont pas, je dirais, la même culture qu'un pays notamment comme le Qatar de médiation. Le Qatar a vraiment basé une grande partie de sa politique étrangère en fait sur la médiation. Ils ont accumulé une expertise au fil des années, une forme de crédibilité. L'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est plus récent. Et on peut se poser la question dans quelle mesure aussi c'est vraiment de la vraie médiation, c'est-à-dire dans quelle mesure ils ont vraiment les compétences, les connaissances sur les conflits sur lesquels ils interviennent, je pense notamment à l'Ukraine. Sur les dossiers Afrique de l'Est, c'était aussi une façon plus de jouer un rôle dans la politique en Afrique de l'Est et dans une partie des développements dans cette région, plus qu'un réel rôle de médiateur, et qui a d'ailleurs été remis un petit peu en question par une partie des pays qui étaient impliqués ensuite dans cette... C'est aussi positionner des pions, en quelque sorte. Exactement. Et donc c'est plus, finalement, on remet plus en cause la neutralité, notamment de l'Arabie Saoudite ou des Émirats dans ces médiations auxquelles ils auraient participé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la grosse médiation dont tout le monde parle, c'est la médiation entre l'Iran et les US et le rôle potentiel de Riyad dans cette médiation. Côté iranien, il y a une forme de méfiance parce que d'un côté, les Saoudiens seraient bien positionnés pour faire cette médiation-là parce qu'ils ont de l'influence à Washington, et en même temps, c'est pas un acteur neutre en fait. Et pour une médiation, il faut un acteur neutre. Donc, quand on parle de médiation, je pense qu'on parle de différentes choses. Quand on parle de plus petits pays du Golfe comme le Qatar ou d'acteurs comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Et puis le Qatar, dans le cas de l'Afghanistan par exemple, a aussi été présenté comme un pays islamiste, pouvant parler à d'autres islamistes. Ça a été le cas pour le Hamas aussi. Ce qui nous amène à la question suivante, qui est en fait celle des divisions à l'intérieur de cet ensemble qu'est le Golfe, puisque jusqu'à présent on en a parlé comme un tout un peu monolithique, même si vous y avez fait allusion pendant les printemps arabes, les positions n'étaient pas les mêmes. On se souvient tous, je pense, de la crise du Golfe de 2017 qui avait opposé le Qatar à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il vous plaît, les principaux facteurs de cette compétition régionale ? Alors tout à fait, il y a des facteurs déjà assez anciens, et c'est toujours intéressant de garder un œil sur le fait qu'il y a toujours eu des frictions entre pays du CCG depuis la création de ces pays dans les années 70. CCG, Conseil de coopération du Golfe. Tout à fait, pardon. Et un manque un petit peu de confiance, un petit peu structurel, avec souvent des disputes aussi sur même territoriales. À peu près tous les pays du Golfe ont des disputes territoriales les uns avec les autres, des tensions et des rivalités aussi entre les familles, etc., les grandes familles régnantes du Golfe, et qui donc sont un petit peu la trame de fond qui sont restées et qui expliquent en partie les rivalités encore actuelles. Mais ce que je dirais, ce qui est le facteur le plus important en fait, pour comprendre les rivalités entre pays du Golfe, c'est déjà la dynamique entre grands pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, et les petits États du Golfe, qui ont toujours été dans une dynamique de tenter de... à la fois, ils sont proches de l'Arabie Saoudite quand même, comme faisant partie de ce bloc, et en même temps, une crainte de se retrouver absorbé un petit peu par la puissance saoudienne, et donc une tentative toujours par les différents petits États du Golfe de trouver un équilibre entre l'Arabie Saoudite et notamment l'Iran, et donc de développer une politique étrangère qui est un petit peu une politique d'équilibriste entre ces deux grandes puissances rivales. Le Qatar, notamment, à partir des années 90, a beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire a essayé de développer une politique étrangère assez indépendante, notamment de l'Arabie Saoudite, en développant des relations diverses dans la région, en se positionnant différemment sur certains dossiers régionaux, aussi en jouant la carte de la relation avec les États-Unis et de la base américaine à l'Udeid, qui fait partie un petit peu de cette façon de se protéger en fait du partenaire saoudien. Et donc cette indépendance croissante du Qatar a déplu de plus en plus aux Saoudiens. Et elle a vraiment éclaté, elle est devenue très visible au moment des printemps arabes, où le Qatar voyait en fait dans les printemps arabes une opportunité pour justement développer des réseaux dans toute la région et gagner en influence, notamment à travers les réseaux des frères musulmans.
tandis que l'Arabie Saoudite et les Émirats étaient plutôt dans une force de réaction un petit peu au printemps arabe et voyaient au contraire les frères musulmans comme plutôt une menace existentielle, même pour la stabilité de leur propre régime. Et donc il y a vraiment une grosse séparation qui s'est faite dans les positionnements et la vision régionale entre le Qatar et ces deux autres puissances du Golfe, et qui s'est amplifiée jusqu'à... alors il y a eu une première crise en 2014 et une vraie rupture en 2017. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis, donc, il y a eu Alula, donc les accords d'Alula, un rapprochement, une paix, on va dire, entre les différents pays du Golfe en 2022. Il y a eu un effet un petit peu de transformation de cette dynamique, dans le sens où très récemment, notamment la frappe israélienne sur Doha, a joué finalement un rôle un petit peu de resserrement des rangs entre pays du Golfe, et donc de rapprochement entre Doha et même les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui est assez visible. Et ce qu'on voit plutôt ces dernières années, c'est au contraire la montée des frictions, des rivalités plutôt entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui sur des questions régionales sont plutôt... ont une vision un petit peu complémentaire, mais ont des frictions à la fois géoéconomiques, parce qu'il y a la montée géoéconomique de l'Arabie Saoudite dans la région qui fait concurrence directe à Dubaï, et parce qu'il y a des dossiers type Soudan et puis Yémen qu'on voit en ce moment, où les deux pays continuent d'avoir des frictions assez importantes. Oui, sur les questions économiques, c'est effectivement visible quand on va sur place. Quand on va à Riyad, ça construit partout. Et puis, il y a des avantages fiscaux notamment qui sont attribués à des entreprises internationales pour tenter de les attirer. Et c'est clairement dans une logique de compétition face aux Émirats et à Dubaï en particulier. Et donc, il y a une volonté d'attirer des entreprises qui sont actuellement à Dubaï et de les faire venir à Riyad. Et pour ce qui est des conflits, effectivement, on retrouve ces acteurs sur des positions parfois opposées, même si pour le Soudan, les deux pays, Arabie Saoudite et Émirats, se retrouvent dans le Quad, qui est un format qui est censé essayer de trouver une forme de solution à ce conflit extrêmement compliqué. Vous avez évoqué très brièvement la frappe sur le Qatar, sur Doha, qui a trait donc à l'extension régionale de la guerre à Gaza. J'aimerais d'abord qu'on parle de la guerre à Gaza en tant que telle. Et plus particulièrement, commençons peut-être par les réactions des pays du Golfe aux attaques du 7 octobre 2023. Alors, comment ces différents pays ont-ils réagi après cette attaque du Hamas en territoire israélien ? Alors, l'attaque du 7 octobre et ce qui a en suivi a mis les pays du Golfe dans une position assez inconfortable, parce qu'on sait que depuis quelque temps, ils étaient plutôt dans une dynamique de rapprochement d'Israël. Alors, certains avaient sauté le pas, les Émirats avaient signé les accords d'Abraham pour une réelle normalisation avec Israël, et d'autres étaient en cours, on va dire, de rapprochement. L'Arabie Saoudite, notamment, avait vraiment cette carte sur la table comme quelque chose vraiment d'important, et sur lequel elle voulait avancer. Et disons que tous les pays du Golfe étaient dans une lancée plutôt jusqu'au moment du 7 octobre d'apaisement des tensions régionales, de rapprochement d'Israël et de mise un petit peu sous le tapis d'un certain nombre de dossiers régionaux compliqués, et notamment le conflit israélo-palestinien. Et là, l'attaque du 7 octobre en fait, a remis sur le devant de la scène ce conflit que dont les pays du Golfe ne voulaient plus trop entendre parler. Et ils se retrouvaient pris entre un certain nombre de priorités régionales, avancer sur les visions 2030, avancer dans leurs relations avec les États-Unis, et en même temps une pression quand même à devoir réagir et se positionner en tant que leader quand même du monde arabo-musulman, ou en tout cas c'est ce à quoi ils aspirent, et ne pas laisser ce rôle-là à l'Iran ou à la Turquie, et donc s'emparer de la cause palestinienne. Et puis il y a surtout une pression populaire assez forte. La cause palestinienne, c'est encore très, très important dans tout le Moyen-Orient, et y compris dans le Golfe. Peut-être un petit peu moins fort aux Émirats, mais en Arabie Saoudite, il y a une vraie question de stabilité du régime. Quand on parle de cause palestinienne, c'est quelque chose qui touche encore beaucoup une grande partie de la population. Et donc, dans les réactions au 7 octobre, on avait à la fois une condamnation de l'attaque et du Hamas. En même temps, comme très rapidement, Israël a commencé à faire des frappes et à conduire des frappes sur la bande de Gaza.
Il a fallu quand même très rapidement aussi dénoncer ces frappes, mais sans forcément prendre de position comment dire, très concrète pour faire pression sur Israël et chercher à influencer la situation sur place. C'est-à-dire que les pays du Golfe auraient pu avoir un certain nombre de leviers pour faire pression sur Israël, qu'ils ont décidé de ne pas utiliser. Les Émirats n'ont pas remis en question jusqu'à présent les accords d'Abraham. Ils les ont plutôt liés à la question de la Cisjordanie. J'ai échangé récemment avec une personnalité des Émirats qui me faisait remarquer que la seule fois qu'ils ont employé l'expression ligne rouge, c'était au sujet d'une possible annexion de la Cisjordanie, ce qui était intéressant. Et quand j'ai demandé ce que l'expression ligne rouge voulait dire en termes de remise en cause des accords d'Abraham, la réponse n'était pas évidente, on va dire. C'est-à-dire que c'était comme ça qu'ils avaient vendu les accords d'Abraham à l'époque. Ils avaient vendu les accords d'Abraham en disant c'est la façon de geler l'annexation de la Cisjordanie. Et donc, ils attachent les accords d'Abraham au fait de garder une Cisjordanie existante. Mais le problème, c'est que l'annexation, elle est en cours. Et donc, à partir de quand on considère qu'Israël a franchi ou pas la ligne rouge, c'est ça qui est un petit peu compliqué aujourd'hui pour les Émirats. Les Émirats veulent garder, en fait, la relation avec Israël, parce que c'est quand même ça qui leur donne certains leviers auprès d'Israël, c'est ça qui leur donne certains leviers, même aussi dans la relation avec les États-Unis. Et donc, c'est pas une carte qu'ils ont envie de lâcher trop rapidement. Et donc, ils se retrouvent un petit peu pris dans ce problème ils ont mis une ligne rouge, et cette ligne rouge est en train d'être violée. Donc, à partir de quand ils considèrent qu'il faut prendre action? Et c'est ça qui les met dans une situation un petit peu compliquée. Et le discours sur Gaza, c'était appel au cessez-le-feu, insistance sur l'aide humanitaire, et effectivement rien de précis non plus sur le jour d'après, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que ça a été beaucoup de positionnements, on va dire, rhétoriques. Le Qatar, c'est celui qui a quand même joué le rôle le plus direct, on va dire, en termes de médiation, parce qu'il y a le bureau politique du Hamas à Doha, et donc il y a ce levier. Et encore, le Qatar s'est retrouvé aussi sous pression, y compris américaine, pour ce rôle-là, pour avoir hébergé des leaders politiques du Hamas. L'Arabie Saoudite, notamment en travaillant avec la France sur cette conférence sur la Palestine, a cherché justement une façon de montrer qu'elle est restée active sur la question, mais en réalité en délivrant assez peu en termes de choses concrètes de ce qui peut être mis en place. Et ça vient aussi d'une forme de fatigue de la part des leaders du Golfe vis-à-vis du leadership palestinien, le sentiment que le leadership palestinien de son côté non plus ne fait pas forcément le travail, qu'en fait ils ont très peu de levier sur ce qui est en train de se passer, parce que finalement, c'est les US qui ont les leviers sur la situation. Et tant que les États-Unis ne mettent pas de limite particulière à Israël, il est très difficile pour eux de changer en fait, la situation sur le terrain. Et donc, la position des pays du Golfe, c'est un petit peu de se dire... On est obligé rhétoriquement quand même de se positionner sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui reste important, mais ils sont plus prêts aujourd'hui à prendre des risques et à perdre un certain nombre d'intérêts qui sont prioritaires pour la cause palestinienne. L'intérêt le plus prioritaire, j'allais dire, c'est la stabilité régionale. Ça, on entend ça chez tous les leaders de la région. Or, il y a un événement que vous avez déjà cité qui a, je crois, fait très peur. C'est la frappe sur Doha, qui a resserré les rangs, comme vous l'avez mentionné. Comment vous interprétez la réaction des pays du Golfe à cette régionalisation du conflit qu'on avait aussi observé au Yémen et en Iran, évidemment, avec les frappes israéliennes et américaines sur l'Iran? Tout à fait. Alors, c'est là, encore une fois, sur la régionalisation du conflit, ça met les pays du Golfe dans une situation qui est délicate. Il y a en effet le front Yémen. Les Saoudiens, jusqu'au 7 octobre, étaient quasiment très proches d'un accord avec les Houthis pour éviter d'être ciblés par les Houthis, parce que jusque-là, ils avaient été plusieurs fois ciblés par des frappes Houthis. Et ils étaient presque arrivés à un accord. Le 7 octobre, bien sûr, est venu rechanger la dynamique. Et donc, dans les premiers mois de la crise, on a vu que les Saoudiens accéléraient un petit peu les discussions avec les Houthis dans l'espoir d'essayer d'arriver à quelque chose qui permette au moins de stabiliser le front Yémen et éviter d'être pris pour cible dans l'escalade régionale. De ce point de vue-là, ils y sont quand même plutôt arrivés, dans le sens où il n'y a pas eu de frappe Houthi contre les intérêts saoudiens directement. Par contre, il y a eu des frappes Houthis sur tous les navires qui passaient dans la mer Rouge, et donc
forcément, ça a un impact sur les intérêts saoudiens, puisque les Saoudiens ont énormément investi dans toute la côte mer Rouge, en infrastructure, en port, et donc la chute du trafic dans la mer Rouge, ça a un impact très très direct sur les intérêts économiques saoudiens. Et puis il y a le dossier iranien qui est vraiment le grand dossier pour les pays du Golfe. L'Iran, c'est vraiment la menace pour leur sécurité depuis des décennies. Et là, on a un renversement, un complet de la situation sur lequel les pays du Golfe essayent de s'adapter du mieux qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un renversement de leur position vis-à-vis de l'Iran, où depuis 2023, notamment avec l'intermédiaire de la Chine, et donc dans cet accord Chine, Arabie Saoudite, Iran, les pays du Golfe étaient passés d'une politique qui était très offensive vis-à-vis de l'Iran, en faisant du lobbying à Washington pour mettre un maximum de pression sur Téhéran, à une politique au contraire de ouvrir leurs propres canaux diplomatiques avec l'Iran, parce que manque aussi de confiance dans l'allié américain, et donc plutôt privilégier la voie diplomatique et la désescalade avec l'Iran. Et là, ils se retrouvent dans une situation régionale où d'un côté, ils sont pas complètement mécontents quand même que l'Iran soit affaibli régionalement, mais de l'autre, ils appellent quand même à la désescalade parce qu'ils ont peur des répercussions régionales. Et l'Iran d'ailleurs a dit très clairement, a fait très clairement passer le message auprès des capitales du Golfe que s'il facilitait d'une manière ou d'une autre des attaques américaines ou israéliennes sur le territoire iranien, les représailles seraient assez immédiates. Et donc, ils se retrouvent un peu en position de, à la fois médiateur entre l'Iran et les États-Unis, de vouloir modérer même Trump. Et en même temps, oui, assez inquiet aussi au moment de l'escalade pendant la guerre de 12 jours, inquiet de jusqu'où irait potentiellement cette escalade. C'est-à-dire que il y avait déjà, au moment des frappes sur les sites nucléaires iraniens, il y avait une réelle crainte des pays du Golfe, même de contagion nucléaire dans la région, juste par la proximité géographique qui est problématique. Il y a une crainte, en effet, de frappe iranienne. D'ailleurs, il y a eu une frappe iranienne sur Doha, qui a été un avertissement. Alors, même si elle était très calibrée pour éviter justement une escalade plus importante, c'est quelque chose qui est très problématique pour les pays du Golfe, même en termes d'image, parce que leur priorité absolue, c'est Vision 2030, c'est attirer les investissements internationaux. Donc, si on commence à avoir des capitales qui sont ciblées par des frappes, c'est vraiment très problématique pour ces pays-là. Et puis, ils sont inquiets de la volonté d'Israël, même de changement de régime, d'aller jusqu'au changement de régime à Téhéran. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel ils ne sont pas forcément à l'aise. C'est-à-dire, même si ce n'est pas des grands fans du régime iranien actuel, on préfère toujours un ennemi qu'on connaît et qu'on maîtrise d'une certaine manière qu'un ennemi qu'on ne connaît pas. Et donc, ils sont très inquiets de ce que ça ouvrirait aussi comme porte si le régime allait à tomber. Donc, encore une fois, grosse inquiétude des pays du Golfe qui s'est traduit par une diplomatie assez active, notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pendant toute la crise, avec beaucoup de rencontres et d'appels téléphoniques et de messages passés entre MBS et Pezeshkian. Et donc une diplomatie assez active, mais en même temps, en essayant de s'adapter à la situation sans trop avoir de visibilité sur ce qui pouvait se passer. Et la frappe israélienne sur Doha, ça a été vraiment, je pense, un tournant assez important pour ces pays-là, de plusieurs points de vue. D'un point de vue déjà, je pense que c'est vraiment la première fois qu'ils commencent à voir Israël comme une menace régionale aussi importante quasiment, voire plus à certains aspects, que l'Iran même, parce qu'il y a ce côté, Israël apparaît comme une puissance déstabilisatrice de la région, pas juste en Iran, mais aussi au Liban, en Syrie, au Yémen potentiellement. Et donc, il y a vraiment un changement de paradigme un petit peu dans la façon dont les pays du Golfe voient d'où vient la menace dans la région. Alors même que les accords d'Abraham tiennent. Et les accords d'Abraham tiennent toujours, mais pour l'Arabie Saoudite, par exemple, la question de la normalisation avec Israël, qui était restée sur la table quand même une grosse partie du conflit, n'est plus sur la table aujourd'hui. Et d'ailleurs, les États-Unis l'ont très bien compris aussi. Mais du coup, ça vient remettre aussi en question la relation aux États-Unis à nouveau. C'est-à-dire que déjà, le fait que les États-Unis laissent faire cette frappe et ne soient pas en mesure de l'empêcher,
pose vraiment une vraie question sur les garanties de sécurité américaines. Et puis, il y a une question qui est toute la relation sécuritaire avec les États-Unis était centrée sur le fait de contrer la menace iranienne. Qu'est-ce qui se passe si la menace existentielle maintenant devient aussi Israël ? Est-ce que les États-Unis sont vraiment le meilleur allié pour contrer cette menace-là ? Et donc ça pose vraiment des questions assez profondes. Alors, j'aimerais justement qu'on termine sur la relation avec les États-Unis dans le contexte de la compétition sino-américaine grandissante, parce qu'on a vu une forme de rééquilibrage ces dernières années. C'est d'ailleurs traité spécifiquement dans un article du dossier qui est l'article de Jean-Loup Saman. On a beaucoup parlé de la relation avec les États-Unis dans cette conversation, mais dans le fond, assez peu de Trump en tant que tel. Or, Donald Trump a l'air d'avoir une attitude très favorable aux pays du Golfe. On se souvient que son premier voyage lors de son premier mandat était en Arabie Saoudite, que là aussi, il avait planifié un voyage très tôt dans le Golfe lors de son deuxième mandat. Ça n'a finalement pas été son premier voyage puisqu'il était aux obsèques du pape François avant au Vatican. Mais il y est allé. On se souvient aussi de l'affaire de l'avion offert par le Qatar. Donc il y a une multitude de liens et en même temps on sent que les pays du Golfe sont dans une attitude où les garanties de sécurité américaines posent question et où ils regardent également du côté de la Chine. Alors voilà, comment vous voyez cette relation du Golfe aux États-Unis évoluer dans ce contexte-là ? Alors je pense en effet que Trump vient accélérer certaines tendances qui étaient déjà en cours, mais vient pas les changer fondamentalement. C'est-à-dire que les grandes tendances qui étaient déjà visibles depuis plusieurs années, c'était ce manque croissant de confiance dans la stabilité des États-Unis comme vraiment parapluie sécuritaire pour la région et pour les pays du Golfe. Et donc, ce manque de confiance s'est accompagné au fil des années d'une volonté de diversification des partenariats stratégiques avec un certain nombre de pays, y compris la Chine, mais en fait d'autres aussi. D'ailleurs, l'accord de sécurité entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan fait partie de cet effort plus global. Et en même temps, Trump vient à la fois en fait, renforcer ce paradoxe. C'est-à-dire il est encore plus imprévisible que tous les autres présidents américains par le passé, et plus problématique encore à plein d'aspects. C'est-à-dire que le fait, encore une fois, qu'il ait laissé faire la frappe israélienne sur Doha, le fait qu'il soit intervenu militairement dans les frappes israéliennes et donc américaines sur les sites nucléaires iraniens, alors que les pays du Golfe essayaient de l'en empêcher le plus possible. Ça, c'est quelque chose qui a été vu comme vraiment un facteur d'instabilité et extrêmement fort par les pays du Golfe. Donc ça renforce ce sentiment un petit peu de l'acteur américain qu'on ne contrôle pas et qui n'est pas forcément là pour ensuite venir protéger la région quand c'est nécessaire. Et en même temps, les pays du Golfe se retrouvent confrontés au fait qu'ils n'ont pas d'option en fait, sur la question de la Chine. Ces dernières années, en effet, ils ont essayé de diversifier leurs relations. Ils ont essayé notamment de jouer la carte chinoise à chaque fois, notamment qu'ils voulaient obtenir quelque chose des États-Unis. Ils venaient agiter un petit peu la menace d'aller se tourner vers la Chine. Ils l'ont fait sur le dossier du nucléaire, ils l'ont fait sur des questions aussi de défense, etc. Mais au final, ce que les dernières années ont révélé depuis 7 octobre, c'est que la Chine n'a absolument pas envie de venir jouer un rôle sécuritaire dans la région, qu'elle est restée très en retrait, que d'ailleurs elle est restée assez proche aussi de l'Iran. Et donc, c'est impossible. Enfin, il n'y a pas d'autre acteur qui peut se substituer au rôle que jouent les États-Unis aujourd'hui dans la région. Et donc, les pays du Golfe se retrouvent face à ce paradoxe à la fois, ils ont un acteur très imprévisible et en même temps, ils n'ont pas d'autres options. Et donc, c'est ce qu'on voit avec la visite de MBS à Washington le mois dernier. C'est-à-dire que c'est tenter par tous les moyens de maximiser ce qu'ils peuvent quand même obtenir des États-Unis. Donc, avoir des accords de sécurité, il y a le deal des F-35, il y a le fait d'être un allié principal non membre de l'OTAN, etc. Mais en même temps, tout en étant conscient que tout ça ne va pas être suffisant pour les protéger, mais qu'il y a encore peu d'options en fait, sur la table pour faire autre chose que ça. Il y a une diversification aussi, vous avez cité le Pakistan, mais pour les Émirats, la France a un partenariat stratégique, il faut aussi le rappeler dans un podcast de l'IFRI.
Camille Lons, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son article intitulé « La nouvelle stature diplomatique des pays du Golfe » paru dans le numéro d'hiver de la revue Politique étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.